81% des internautes arrêtent de regarder une vidéo quand elle bufferise. Wow. C'est exactement ça qu'on allait résoudre. J'avais une idée assez claire de ce que je voulais faire, je savais dans quelle direction je voulais aller. Neuf bureaux dans le monde, j'avais 40 personnes aux US. J'en suis arrivé quand même à vider les comptes en banque de mes enfants, les livrets A. Je l'ai payé cher, ça. S'il y a un moment où il faut faire appel à un avocat, c'est vraiment à ce moment-là. Salut Julien. Bonjour David. Merci en tout cas de prendre le temps d'être là. C'était un plaisir, c'est une récompense. C'est combien de temps Cedexis? Démarrage 2009, 2010, premier client et première levée auprès de Business Angel français. 2011, levée de 7 millions auprès de 2 VC américains. Fin 2016, on lève 22,8 millions. En 3 semaines. Et ensuite, donc, du coup, on a continué. Et puis, on a vendu donc, à Citrix en 2018. Comment ça a démarré en fait? Comment tu as trouvé cette idée d'accélérer le temps des pages web? En fait, je bossais avant pour une boîte qui s'appelait Akamai. Et l'idée, c'était de photocopier les contenus partout sur Internet pour essayer de ce qu'on appelle du caching. Ce qui évitait de, quand tu vas taper www.lemonde.fr, d'aller sur un serveur central quand tu es au Japon. Et donc de traverser tout l'Internet et de les mettre un petit peu en frontière. Ta formation avant, c'était quoi? Alors moi, je suis autodidacte. Tu passes le bac ou pas du tout? Je passe le bac. Okay. J'essaye de faire un BTS en alternance, mais comme c'est en alternance, assez vite, je me retrouve dans le milieu du travail et je trouve ça génial. Et donc, du coup, les études, c'est un peu... C'est chiant. C'est un peu moins ça. Assez vite, donc je me mets au boulot. Et donc, j'ai la chance de pouvoir partir à France Télécom New York et pour faire des FUSAC, repérer les bonnes idées américaines, faire des rapports, les envoyer en France. Et puis... Au bout de 16 mois, j'ai un coup de fil d'Olivier Tcherniak, l'ancien directeur de la com de France Télécom, et il m'appelle et il me dit « Julien, est-ce que tu aimes le foot ?» Alors je lui dis « Alors pas du tout. Donc j'ai un super job pour toi, tu vas prendre la direction de projet de France 98. » Et je dis « Mais Olivier, je n'aime pas le foot. » Il dit « Justement, parce qu'il faudra bosser pendant les matchs, donc au moins je suis sûr que tu bosseras et que tu ne regarderas pas les matchs. » Je suis rentré, et puis comme il y avait EDS, Sybase, HP et France Télécom, et donc il y avait les premières plateformes où il y avait 3 centres serveurs aux US, 1 en Europe, et donc je commence à travailler là-dessus depuis les US, et puis après je rentre pour m'occuper de la partie Minitel, web et vidéo dans les centres de presse. Et ce qui était drôle, c'est que tu vois, les débuts de Cedexis, c'est presque là où c'est né, puisqu'en fait il y avait 3 plateformes, et à un moment les 3 plateformes américaines tombent en panne, donc toute l'audience se déverse sur la plateforme française, tout part dans le rouge, tu as des serveurs qui commencent à prendre feu, enfin un truc qui arrive jamais, toi, soit ils tombent, ils prennent pas feu. Donc, du coup, voilà, la Coupe du Monde se passe, je me retrouve avec la casquette, ce qu'on appelait événementiel et projet. Devant l'audience, c'est difficile, mais on appelait ça les projets casse-couilles. C'est-à-dire dès que c'était un peu merdeux, où il fallait vraiment carte blanche. Et donc du coup, j'ai travaillé là-dessus jusqu'au moment où il y a eu la bulle. Et où là, il y a eu une énorme réorg chez France Télécom, et là, c'était plus drôle du tout. Et comme j'aime bien me marrer, j'ai quitté France Télécom, et France Télécom Hébergement, et j'ai rejoint une start-up qui s'appelait Langage Virtuel. On vend à Genesis Conferencing, assez rapidement, on s'en va quasiment tous. Et là, je suis appelé par Akamai, et puis on démarre, je sais pas, 100 000 € la première année, jusqu'à 35 millions de récurrents, et au bout de 35 millions de récurrents, ils te mettent des chefs de partout, et puis donc là, tu as de moins en moins d'autonomie, et donc du coup, je me dis, bon allez, maintenant on va se lancer pour de bon. J'ai un message de l'ancien directeur technique de Dailymotion, qui était mon nouveau client, mon plus gros client, et qui me dit « Julien, je suis chez Free, ça marche pas. Je me connecte, je suis sur Orange, je tape dailymotion.com, ça fonctionne. » Donc j'appelle Akamai en tant qu'Akamai, en disant « Les mecs, qu'est-ce qui se passe chez Free ?» Tout va bien. Mais le directeur technique de Dailymotion, il sait ce qu'il fait. Donc je me dis que s'il voit vraiment le problème, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Donc je me dis comment est-ce que je peux l'aider et aider aussi mon employeur à avoir une vraie vue utilisateur temps réel de la perception du site depuis tous les réseaux en temps réel. Et donc je me dis, si j'arrive à transformer ces utilisateurs en sonde de monitoring, c'est-à-dire en déployant ce qu'on appelle un JavaScript, une petite ligne de code, le petit JavaScript, l'objectif c'était de tester depuis le poste de l'utilisateur les performances, le débit, la dispo de différents CDN. En gros, pour faire simple, au lieu d'avoir un site qui lui teste un autre site internet, là tu as les data et l'information qui provient des utilisateurs eux-mêmes pour savoir
tiens, ça a donné ça en fait chez tant d'utilisateurs. C'est ça. En fait, dans le mode de fonctionnement habituel, c'est un data center qui teste un autre data center. C'est-à-dire que tu mets une sonde, un serveur qui dit toutes les 5 minutes, je vais aller taper dailymotion.com. Or, ça, c'est pas une vue internaute. Et entre ces sondes-là et la vraie vue utilisateur, il y a un monde énorme. Et donc, si on veut arriver à avoir cette perfection, c'est d'arriver à s'appuyer sur les utilisateurs eux-mêmes. Et donc, je commence à réfléchir à ce truc-là. Si je fais ça, plus le mail que je viens de lire, plus la discussion que j'ai eue la dernière fois, plus ce truc-là, tout ça, et je me dis, mais en fait, je le tiens le truc. J'ai une façon, parce que montrer le problème, c'est sympa, mais le résoudre, c'est quand même une approche qui est quand même beaucoup plus customer friendly, et puis tu résous des problèmes, t'es pas là pour présenter des problèmes. Et j'appelle Marty Kagan, qui était l'ancien VP Engineering en charge de la R&D des dépôts de brevets d'Akamai, et je lui dis, voilà l'idée, si t'es capable de le construire, moi je pense que je suis capable de le vendre. Le lendemain, il me rappelle, il me fait, j'ai démissionné. Du coup, on se lance, on va un peu de consulting à droite à gauche, machin, et puis le téléphone sonne. Et là, c'est un monsieur qui s'appelle Eric Parent, qui me dit, bonjour Julien, j'ai eu votre nom par différentes personnes sur la place de Paris. Alors j'avais un peu la réputation d'être le pompier du web, hein, l'INA, le géoportail, les impôts, désolé. Et il me dit, voilà, je suis en charge du site de Carla Bruni-Sarkozy. Ce soir, elle fait le 19-20 et le 20h. Et donc, il me dit le 19-20, ça résonnait parce que beaucoup de sites plantaient quand ils passaient au 19-20. Et donc, je lui dis, bon, vous savez, j'ai pas de clients, je sais pas si ça marchera. Bon, d'un autre côté, vous êtes dans le noir, donc ça peut pas être pire. Donc, testons, on lance. On branche le truc, on fait du load balancing, donc il faudra que j'explique un peu Codexis, mais l'idée, c'est le Waze de l'Internet. Donc, on cartographie en temps réel l'état de santé de l'Internet. Et puis, une fois que tu as cette cartographie-là, en temps réel, tu vas prendre le volant et trouver le meilleur chemin pour aller vers le meilleur serveur en temps réel. Donc, Carla Bruni, donc, on met en prod. 23 minutes après, magique, ça marche. Le site, il patate à mort, tout se passe bien, impeccable. Et donc, Eric Parent me dit, mais combien je vous dois ? Et je dis, vous savez, je ne peux pas vous facturer parce que je n'ai même pas créé la structure. Je dis, par contre, est-ce que je peux buzzer sur l'événement ? Il me dit, ce que vous voulez. Et donc, j'appelle un mec que j'adore, qui s'appelle Jean-Michel Billot, et il titre un truc, je ne sais plus ce que c'était, mais du genre, Codexis a sauvé la vie de Carla Bruni-Sarkozy, un truc dans ce genre-là. Du coup, ça fait le buzz. Le lendemain matin, coup de fil de l'Élysée. Qu'est-ce que vous avez fait à Carla Bruni-Sarkozy ? Je leur dis, voilà, on a juste amélioré le site. Et il me dit, venez vous expliquer demain à 9h. Et donc, j'y vais. Et là commence la première grosse erreur business que j'ai faite pour Codexis. Ils me demandent de faire du conseil pour les aider à réduire des coûts et à retravailler leur infrastructure, ce qui est pas loin de mon business, mais quand même un peu décalé. Et donc, du coup, je commence à bosser pour eux jusqu'à avoir à facturer, je crois que c'était pas loin de 60 000 €. Et de l'autre côté, donc tu bosses, tu n'avances pas sur ton projet, et de l'autre côté, tu crames du pognon. J'en suis arrivé quand même à vider les comptes en banque de mes enfants, les livrets A. Donc, comment tu le vis ça, quand ça arrive ? Là où c'était compliqué, c'était à ce moment-là où j'avais ma femme derrière mon dos, que je remercie beaucoup, parce que sans ta famille, tu te plantes. Là, j'ai vu que tu disais dans une interview que pour toi, c'était clé pour un entrepreneur d'avoir... c'est les 3D, c'est ça que tu disais ? Dépression des divorces dépôts de bilan. C'est-à-dire le phénomène des 3D. Et le phénomène des 3D génère le phénomène des 5C. Le phénomène des 5C, c'est con, mais c'est comme ça. J'ai demandé la permission à ma famille de lancer la boîte, parce que tu la ramènes à la maison. Et donc, si tu n'as pas le soutien de ta famille, quand tu dois absorber cet écart-type entre euphorie et dépression, tu ramènes rien pour bouffer, parce que tu crames du pognon, tu crames le pognon économisé par la famille. Si tu n'as pas le soutien de ton conjoint, de ta femme, ton mari, ton concubin, ta concubine, n'y va pas, quoi. Enfin, ton couple va exploser. Donc, je fais ce consulting pour à peu près 60K pour l'État. Je leur fais économiser plus du million, hein. Donc, juste pour te donner les proportions. Et donc, à un moment, je dis, ça serait quand même bien que je me fasse payer, quoi. Elle dit, va voir telle dame, elle va t'expliquer. Et la question de cette dame, elle me dit, mais votre contrat, ça représente plus de 40% de votre chiffre d'affaires. Comme vous êtes mon seul client, si je suis pas trop mauvais en maths, ça doit faire 100% en fait. Et elle dit, on peut pas vous payer. Alors du coup, t'es là, pardon, j'ai perdu plusieurs mois, je vous fais économiser un blé monstre et vous pouvez pas me payer. Du coup, c'est bon, quoi. Hop. Et donc après, du coup, je me suis refogué, donc j'ai perdu du temps et de l'énergie, alors que j'aurais dû la mettre sur mon projet. Là où je remercie, c'est un peu la reconnaissance du ventre, mais des gars comme Le Monde, le type vient me voir et me dit, bon, j'imagine qu'en Trésor, ça doit être un peu compliqué, est-ce que ça te va si on te prépaye 1 an de prestation ? Waouh. Et alors là, tu te dis, tu sais, la bonne étoile, comme un ange passe, tu te dis, super, quoi. Et donc, du coup, c'est sûr que
Quand tu as vidé les livrets A des enfants et que les revenus ils arrivent de façon récurrente, c'est un business récurrent, donc tu mets des petits 500 € que t'empiles, 500 € par mois, 500 € par mois, 500 € par mois, et là tu en as un qui te dit tiens, je te donne X dizaines de milliers pour pouvoir tenir toute l'année. Voilà, c'est plutôt super bienvenu. Et donc du coup il y a eu ça, après il y a eu Euronews, après j'ai eu Accor Hotel, j'ai eu Dailymotion. Accor Hotel, ils nous ont fait un audit de sécurité, mais ça nous a fait maturer d'une façon extraordinaire. Et je les remercie, mais c'est ad vitam, quoi, parce que c'est grâce à eux que la boîte, on a réussi à l'emmener là où on a été. En très peu d'années, quelque part, tu as créé une boîte et tu l'as amenée jusqu'à pouvoir En tout cas, c'est le chiffre qui est annoncé dans les médias, 100 millions de dollars en vente à Citrix. Selon toi, quels ont été les ingrédients clés de ta réussite? L'équipe, la bienveillance vis-à-vis des clients, arriver à bien s'entourer. Par exemple, quand j'ai sélectionné mes business angels, j'ai listé toutes mes lacunes. Et je me suis dit, OK, j'ai jamais fait de business en Chine. Le marketing, c'est un concept. Après, tu as des intuitions, mais oublie pas, j'ai juste le bac, quoi. J'ai surdéveloppé mon intuition, mais j'ai pas de méthode. Et donc, je voulais quelqu'un très bon management. Comme on est dans une technologie hyper poussée... Des gens très bons techniquement. Je voulais 2 personnes au moins très bons techniquement, parce que quand tu es la tête dans le guidon, tu vois plus le mur. Comment constituer la bonne équipe avec des personnes clés, des personnes qui sont de haut niveau? Quel conseil tu aurais? Alors déjà, j'ai fait confiance à pas mal de jeunes. C'est-à-dire que comme je donnais quelques cours dans des écoles de télécom, il y a certains élèves, tu dis pas mal, donc tu les prenais en stage de fin d'année et du coup tu les embauchais à la fin. Au lieu d'avoir des gens très expérimentés qu'il faut déformer pour les reformer à ta sauce, là le fait de les prendre à l'école, tu les formes exactement comme tu veux, avec la philosophie, le focus client, le fait de leur faire comprendre que c'est leur boîte. S'ils ont accepté de rejoindre une start-up, c'est pour pouvoir influer sur le futur et pour influer la direction de la boîte. Par exemple, dans les entretiens d'embauche, comme j'étais autodidacte, je me suis retrouvé à embaucher que des autodidactes, sans m'en rendre compte. Donc du coup, tu te retrouves avec que des autodidactes et en fait, tu crées une tour qui, au bout d'un moment, commence à vaciller. Et là, je commence à prendre un stagiaire polytechnique, et puis un HEC, et puis un EDEC, et puis machin. Et là, je me rends compte que, en fait, quand tu arrives à créer cette bienveillance, tu crées ça comme un puzzle et les gens deviennent super soudés. Et ensuite, toujours de la bienveillance. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui commence à troller, s'il venait me voir pour commencer à critiquer les autres, ma première réaction, c'était de le blinder de boulot. Parce que s'il a le temps de critiquer les autres, c'est qu'il n'a pas assez de taf. Et après, d'être super vigilant pour, si jamais il y en a un qui va pas bien, mais même perso. J'en avais un, par exemple, qui avait des problèmes avec les impôts. Il avait déménagé, il était débité sur 2 sites différents. Comment tu veux que le type il soit serein et qu'il bosse sereinement si tu as 2 administrations qui ne se discutent pas entre elles et que le type il a plus de quoi bouffer? Et donc du coup, c'est moi en tant qu'employeur qui ai pris réunion téléphonique. Je dis mon gars il peut plus bosser parce que vous discutez pas, donc on va discuter à 3 et on va y arriver. Et on a résolu le problème. Tu crées une culture d'entreprise. Tu crées une culture d'entreprise, beaucoup d'entraide. Et une fois que l'équipe elle grossit, management par l'exemple. C'est-à-dire que j'y allais avec eux tout le temps. Donc j'étais beaucoup sur le terrain. Rendez-vous commerciaux? Ouais, rendez-vous commerciaux et même des techniciens, des équipes techniques, des avant-ventes ou autres. Et ça a créé une espèce d'université de formation à Paris. Et puis après, une fois que l'université et que les types étaient vraiment bons, je prends le cas de Cyril, stagiaire de fin d'études. Après, il a été chouchouteur. Alors chouchouteur, on appelle ça Customer Success. Comme il a super bien bossé là-dessus, satisfaction client, sondage, tout va bien, il est passé Sales, il performe. Puis à un moment, il me dit, tu sais, j'ai ma copine qui est en Irlande, moi je suis à Paris. Entre les deux, il y a une espèce d'île où il roule du mauvais côté de la route. J'aimerais bien aller là-bas. Ok, go. Et le gamin, il y va. Il a développé l'Angleterre, l'Europe du Nord, toute la Scandinavie. Extraordinaire. C'est plus moi qui deviens l'exemple au début, c'est lui qui devient l'exemple en disant, mais attends, regarde ce qu'il a réussi à faire Cyril. Et tu arrives à créer cette solidarité entre les équipes. Et après, tu rajoutes comme une cerise sur le gâteau, bien sûr, la rémunération. Et la rémunération, j'étais un peu, on va dire, communiste dans l'âme, c'est-à-dire qu'un sales, par exemple, il a un fixe et un variable. Et là, 70% des commissions des commerciaux étaient des commissions d'équipe. Donc du coup, toute l'équipe grossit. Donc tu encourages, toi, les entrepreneurs à mettre en place un système de variables pour l'équipe? Ah mais complètement, surtout que moi, je ne gérais pas l'équipe américaine, parce que c'était un peu la vache à lait. Europe-Asie, c'était la vache à lait, et les US, on a beaucoup dépensé. Et en fait, la différence de productivité entre les US et l'Europe-Asie, 2,79. Ouais, donc en France, 2,79 fois plus les productif. équipes, 2,79 fois plus productives, donc générant plus de chiffre d'affaires par tête que les équipes américaines.
Et entre autres, toi, tu expliques ça par cette mise en place. J'explique ça par le soudage entre les équipes et la bienveillance entre les équipes. Est-ce que tu pourrais me partager un des moments, parce que tu parlais un petit peu de cet écart-type justement entre l'euphorie et la dépression, un des moments où ça a été le plus difficile, je parle pas de la création, je t'ai donné un exemple, mais pendant, c'est quoi ta manière à toi de te relever, d'avancer, de continuer? Les conseils, si on a un entrepreneur qui nous regarde, là, qui est en plein dans le down, qui est en bas et qui se dit « putain, j'en peux plus ». S'il est dans le down, c'est normal, ça arrive, et ça peut arriver plusieurs fois par jour. Et ceux qui disent qu'ils n'ont pas cet écart-type entre l'euphorie et la dépression, c'est pas possible. Et il y a toujours quelque chose qui fait que contrôle fiscal, et hop, et tu bouffes 2 semaines de temps, ou un gars qui va pas. Les moments difficiles, bien sûr, c'est... alors j'ai eu la chance de pas trop perdre de clients, mais quand tu perds un client, ça c'est douloureux, mais à la limite, la partie la plus difficile pour moi, c'était plutôt quand tu as un gars qui s'en va. Donc là, c'est comme si... t'as un membre de sa famille qui s'en va. Et qu'il s'en va suite à ta décision? Non, suite à sa décision. Alors ça m'est pas arrivé beaucoup. Par contre, la partie qui m'a fracassé, c'est quand on a un qui meurt. Et c'est un cancer, donc du coup, il te l'a annoncé avant. Waouh, ça c'était très dur. Et ça a impacté ta performance derrière au quotidien ou... Ouais, ça te perturbe. Tu n'as pas créé une boîte, tu t'attends pas à ça. Et ce qui nous a bien impacté, c'est... là, on est à la 3e année des attentats du Bataclan. Ça nous a fracassé. On était des zombies au bureau. On était des zombies. Et donc, du coup, j'ai dit, allez, on va au théâtre. On a essayé de créer un truc. J'ai fait venir un ostéopathe au bureau. J'ai essayé juste de changer l'atmosphère. Et comment toi, t'as fait alors du coup pour retrouver l'énergie, réimpulser l'énergie? C'est quoi un petit peu les... Déjà, j'ai essayé de me réparer moi-même. On a fait quelques sorties, on a essayé de se remettre dans le bain des rendez-vous en se disant, où est-ce qu'on puise notre énergie au quotidien? C'est les clients qui ont la banane quand ils nous voient arriver et qui nous voient comme des oraux ou qui nous voient comme des gens qui sont cool, humbles et qui savent de quoi ils parlent et qui viennent apporter un vrai service et qui font plaisir à voir. Donc c'était un peu dans cet esprit-là. Tu m'as donné 2 événements qui sont des événements où tu as peu de pouvoir, enfin, tu n'as pas de pouvoir du tout dessus, un cancer et les attentats. Est-ce qu'il y a des événements un peu plus du type un client qui dit non, une difficulté, des trucs où tu as encore du pouvoir dessus? La levée de fonds, par exemple. C'est-à-dire qu'en 2013, Citrix cherche à nous racheter. On n'est pas ouvert. Du coup, ils nous font un prêt, ce qu'on appelle un convertible note. Donc, ils nous font un prêt, je ne sais plus si c'était 3 ou 4 millions. Ce qui nous a permis de décaler le 2e tour. Et c'est pas moi qui me suis occupé de ce truc-là. Et puis, c'est un peu les systèmes des term sheets, c'est du chinois traduit en anglais du XVIIe siècle. Et donc là, petit conseil, en fait, s'il y a un moment où il faut faire appel à un avocat, c'est vraiment à ce moment-là, parce que je l'ai payé cher, ça. Tu as voulu économiser et au final... Ouais, tu veux économiser parce que ça coûte une blinde. Oui, ça coûte une blinde, mais ça coûte une blinde de faire une connerie. Mais ça coûte beaucoup plus cher après. Et en fait, ce que j'avais pas vu, si on levait pas d'argent avant le 31 décembre 2016, ces 4 millions qui nous ont filés en 2013 se transformaient en actions sur la valorisation de la boîte en 2011. C'est-à-dire, je vous prête 4 millions, si vous ne levez pas d'argent, ces 4 millions, ils se transforment en actions, mais le prix de l'action, il est rikiki, alors qu'entre-temps, le prix de l'action, il a augmenté fortement, puisque la boîte, elle s'est quand même nettement améliorée. Donc, tu sens le truc soit prémédité, avec ce qu'on appelle le coup de l'accordéon, donc du coup, on te dilue. Toi, moi, j'ai pas de sous, vu que j'avais déjà tout mis dans la boîte, je pouvais pas me racheter des actions, voilà. Soit, il fallait que je relève. Et donc, je comprends le truc fin septembre 2016. Il faut que je lève de l'argent avant le 31 décembre 2016. On te dit que ça prend 6 mois pour lever de l'argent. Déjà, sur le coup, tu le vis comment? Je me dis que si on accepte la proposition, la term sheet, c'est bon, je suis un esclave, quoi. C'est-à-dire que je bosse, franchement, quand on dit qu'on bosse beaucoup... Tu bossais combien par jour? Quand tu démarres la Chine, tu démarres à 6h du mat, et puis à 18h, la journée de mes Américains démarre. Je me couchais vers 1h du mat et je me levais vers 5h30, samedi, dimanche compris. Et donc, du coup, événement compliqué, il faut lever de l'argent super vite. Et donc là, je leur demande un mandat, parce qu'il faut le faire de façon un peu officielle. Et finalement, ils me l'accordent. Je fais une conférence à Lisbonne, et là, je vois que les VC sont sur un bateau. Génial, les VC sur un bateau, ils ne peuvent pas s'échapper. Mais là, moi, mon job, c'est pas de vendre, c'est de mettre mon interlocuteur en position d'achat.
Et donc tu trouves un intermédiaire qui va te dire « Oh, il faudrait que tu rencontres un tel ». Et donc tu commences à créer tout ce qu'il faut pour pouvoir rencontrer dans de bonnes conditions tes futurs investisseurs. Ce que tu veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas de les rencontrer, mais que eux, ils aient été recommandés et qu'ils commencent à… Le jour où tu les rencontres pour la vraie discussion, ils ont déjà quelque part ouvert la case. Exactement. Que ça peut être intéressant d'investir chez toi. En 3 semaines, on a topé. Donc combien pour Donc redonner… là, 22,8 millions. Donc alors que les gens ils disaient c'est pas possible, on En peut mode pas y 6 arriver. mois, voilà. Là, au final, en 3 semaines, on top et on a l'argent dans la banque le 23 décembre. C'est beau. Il y a plein de personnes qui se disent waouh, vendre une boîte 100 millions de dollars, c'est le fantasme quoi. Il n'y a que des avantages. C'est comment, une fois qu'on a vendu une boîte à 100 millions de dollars? Alors déjà, je l'ai vendue alors que je voulais continuer et que je pensais pouvoir l'emmener facilement à 500. Mais c'est là où tu te retrouves avec, tu as levé 33 millions et donc du coup, les fonds sont majoritaires et c'est eux qui décident de ton avenir. Ils ont considéré que le haut de la courbe, c'était maintenant et qu'il fallait y aller maintenant. Et donc, on a vendu à ce moment-là. Mais au fond de moi, je me dis, mais pourquoi maintenant? Toi, tu crées une boîte. Tu as des investisseurs qui viennent à plusieurs moments de ton entreprise mettre de l'argent sur la table. Ouais. Et que eux, dans leurs calculs et leurs prédictions, là, on a atteint la valeur des 100 millions. C'est ce qu'on voulait avoir comme retour sur investissement. Donc, c'est le moment de vendre. Et toi, en tant que fondateur, tu décides pas, en fait. Non. Et ça, tu l'imaginais pas à ce point? C'est inconcevable. C'est comme tu es marié, tu as ta femme. Et c'est quelqu'un d'autre qui décide de dire. C'est quelqu'un d'autre qui dit bah voilà, ça fait 3 ans que tu es avec cette charmante jeune fille, tu es fou amoureux, tu te dis on va se marier, on va faire des enfants, machin, tout ça. Et ben là, tu as quelqu'un qui dit non, bah finalement. Du coup, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. On en parle entre entrepreneurs quand on a vendu, mais on a le phénomène du baby blues. Donc tu es passé de 18 heures par jour du lundi au dimanche à t'es chez toi. À t'es chez toi, ouais. Et donc au bout de quelques jours, ma femme elle m'a dit si tu continues à tourner la pelouse, il n'y aura plus d'herbe. Donc du coup, dit bon, bah faut que je fasse quelque chose. Donc j'étais déjà coach en incubateur. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé à me lancer. Donc il faut absolument que je partage ça, surtout que dans toute l'aventure, comme on a vu ensemble, j'en ai coché quand même pas mal des cases. Développement à l'international, 9 bureaux dans le monde, comment tu fais pour quel pays tu choisis, comment tu fais pour aller aux US. J'avais 40 personnes aux US. Un développeur, tu payes 60 à Paris, je le payais 145 à San Francisco. Pour des compétences similaires. Ouais, pour des compétences similaires, débauché par Splunk et Google à 450. Comment tu gères ça? J'ai vécu des trucs que j'essaye de transmettre le plus possible, donc dans le cadre d'incubateurs, dans le cadre de présentations, dans le cadre de conférences. J'ai vu dans un article que tu disais que c'était important d'avoir un coach. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça apporte un coach en tant qu'entrepreneur? Il y a tellement de moments où tu te sens tout seul, même si tu as une super équipe et tu as vu dans la fusion, le côté familial qu'on avait, il y a un moment où quand même, c'est dur et tu sais pas quoi. Tu sais pas. Donc tu peux demander à d'autres entrepreneurs, mais le fait d'avoir un espèce de miroir de quelqu'un qui te pose des questions un peu psy parfois, mais aussi très terre à terre. Je dois valider tel type de contrat de partenaire avec un Chinois, est-ce que j'ai pas oublié un truc? Et t'es tellement la tête dans le guidon que c'est quelqu'un qui te tire en arrière et qui te dit tiens, oublie pas ton objectif. Et c'est pour ça qu'il y a des statistiques qui disent que les boîtes qui marchent bien, dans 80% des cas, elles sont coachées. Est-ce que tu as un dernier message aux personnes qui ne sont pas forcément entrepreneurs, mais qui veulent réaliser leurs rêves, ils ont des doutes, ils ont peur du regard des autres, ils ont peur de l'échec, ils ont peur de rater? Est-ce que tu dirais comme ça? Un message que pourquoi pas tu pourrais donner à tes enfants? Ce que j'ai appris avec ces 8 années de Cedexis, ça m'a conforté dans le fait que rien n'est impossible. Maintenant, je suis capable de tout faire et du coup, je ne sais même pas ce que j'ai envie de faire, tellement je me sens capable de tout faire. Le Julien d'avant versus le Julien d'après, il est vraiment bien différent. Il n'y a aucune raison de ne pas essayer. L'écosystème aujourd'hui permet de le faire. Entre la BPI, Business France pour se lancer dans une boîte, franchement, il y a une entrée d'entrepreneurs qui est juste colossale. Donc l'écosystème, il est là, l'épanouissement qu'on a. Et puis à la fin, t'es né d'un père et d'une mère, t'as créé une famille, créer une entreprise, c'est, je dirais, assez similaire à la création d'une famille. Et tu vois, les meilleurs moments de ma vie, c'est la naissance de mes 2 enfants. Moi, je me sens maintenant père de 75 enfants, plus les 2 miens, ça fait 77 enfants. Et c'est indescriptible comme sensation. Tu as à la fois cette responsabilité, mais cet épanouissement de voir des jeunes que tu avais en stage, maintenant créer des boîtes et embaucher du monde et créer cet écosystème et s'épanouir, s'éclater, de voir la banane sur le visage, c'est ma plus belle satisfaction. Le fait de la peur de l'échec, mais
Mais de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est que des échecs. On passe son temps à faire des échecs, mais on apprend du précédent. Le truc qui est chiant, c'est quand tu fais 3 fois la même erreur. Je vais finir par une chanson. Et la chanson, ça serait « Listen to your heart ». Si tu t'écoutes ta petite voix, elle va te dire si tu dois y aller ou pas y aller. Une fois que tu as assuré un peu de logistique, ta famille, et prends du plaisir, quoi. Éclate-toi, parce qu'il y a que ça qui compte. J'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves. J'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.